Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes, une fois encore, je reçois pour vous Maître Abraham Zizidokwe. Il est juriste de formation, acteur politique. Il est membre du présidium du parti politique Union Progressiste, dont il est vice-président chargé de la formation. Il a été ancien député lors de la première, de la quatrième et de la 8e législature. Il est ancien ministre garde des Sceaux, ancien ministre porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les institutions de la République, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Bonjour à vous, Bonjour. Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Merci d'être là, merci de répondre chaque fois qu'on vous fait appel, quel que soit, malgré les exigences de votre agenda. Le plaisir pour moi. Avec vous, ce dimanche, nous allons essayer de commenter les critiques du bilan des 6 années de gouvernance du président Patrice Talon et nous évoquerons également les enjeux des élections législatives de 2023. Alors, tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Vous avez suivi un peu la semaine dernière, notamment également cette semaine, des citoyens sont montés au créneau, des acteurs politiques notamment, pour effectuer un bilan des 6 années de gouvernance du président Patrice Talon. Il y a eu des critiques notamment sur la gestion du pays, sur la promotion des libertés sous Patrice Talon. Maître Abraham Zizidokwe, en tant qu'acteur politique averti, quel est votre regard, quelle appréhension avez-vous de ces différentes observations qui ont été faites sur la gouvernance du président Patrice Talon? Je vous remercie une fois encore. Et cette thématique est différente de celle qu'habituellement on aborde. Vous parlez des critiques qui ont été faites, d'analyser ces critiques qui ont été faites au bilan des 6 ans du régime de la rupture. C'est une très très bonne chose parce que ça nous permet ainsi d'établir un va-et-vient, n'est-ce pas, entre les gens du pouvoir, les hommes du pouvoir, les acteurs du pouvoir et ce qu'on appelle généralement l'opposition. J'ai eu à le dire sur ce plateau que l'opposition n'est pas que parlementaire, que l'opposition est également extra-parlementaire, c'est-à-dire dans le peuple. Aujourd'hui, vous avez dit avec exactitude ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un bouillonnement, il y a des débats contradictoires sur des chaînes publiques, ORTB, des chaînes privées, et télé, etc. Alors, au cours de ce débat-là, est-ce que vous avez suivi des interventions d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, au-delà des belles fleurs que les acteurs politiques soutenant la mouvance présidentielle ont eu à exposer, notamment l'autonomisation énergétique, les prouesses du président Patrice Talon, au niveau de la liberté, au niveau de la réforme du système partisan, Maître Abraham Zizidokwe, est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes convaincu que véritablement le président Patrice Talon a réussi sur ces chantiers? Ben, j'en viens. Je souhaiterais que cette émission soit vraiment pédagogique, qu'elle permette d'éclairer un certain nombre de notions, puisque des gens parlent parfois de ce qu'ils ne savent pas, de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et il n'est pas bon que nous puissions, n'est-ce pas, faire circuler dans l'esprit des citoyens, des Béninois, surtout à la veille de ces législatives, des notions qui sont tout à fait erronées. Moi, je vais vous dire, concernant le bilan, 1 heure ne suffit pas pour faire le bilan de l'action du président Talon après 6 ans. Mais, grosso modo, on peut voir que la méthode a changé par rapport au régime antérieur, du point de vue de méthodologie. Et quand nous parlons de critique, est-ce que nous nous situons dans l'ordre structurel ou dans l'ordre conjoncturel? Ça, c'est des éléments d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel. Qu'est-ce que vous y mettez précisément? Oui, structurel, c'est des analyses de fond, de long terme, ce qu'il fait et qui sera. La conjoncture, c'est là aujourd'hui, bon, il y a la cherté de la vie, ça c'est conjoncturel. Ça, c'est conjoncturel, c'est pointant. La vie n'était pas chère, selon vous, aujourd'hui, sous Patrice Talon? Ben, la vie était chère depuis. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais seulement le contexte a changé. Ce que le président Patrice Talon a vécu durant son mandat, ça n'a pas été la même chose.
Il n'y avait pas eu, sous son prédécesseur, la fermeture des frontières. Il n'y a pas eu, sous son prédécesseur, Covid. Il n'y a pas eu, sous son prédécesseur, des djihadistes dans notre sous-région jusqu'à nos frontières. Il n'y a pas eu la guerre d'Ukraine. Donc, il faudrait distinguer dans l'analyse ce qui est structurel et de ce qui est conjoncturel. C'est important, sinon on mélange tout et on fait croire qu'aujourd'hui, la vie est chère, tout le monde le sait, le panier de la ménagère, c'est une obsession, tout le monde le sait, le pouvoir d'achat, c'est une obsession, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tous les jours. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, il faut contextualiser toutes les critiques. Vous savez, de toutes les réformes, elles sont nombreuses. Dans son projet de société, il y a eu 2 réformes emblématiques que le président Talon avait annoncées. Ce fut le mandat unique et la réforme du système partisan. Vous savez les conditions dans lesquelles le mandat unique n'a pas été adopté. Vous parlez des démocratiquement. Là. Oui, mais c'est la base. C'est la base de. S'il n'y a pas de stabilité politique, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est le premier pan de son pilier, les réformes institutionnelles. Tout part de là. Les gens ne voient pas. Aujourd'hui, les gens crient parce qu'on ne trouve plus le populisme d'antan, on ne se trouve plus que dans les prières d'antan, les remerciements. C'est ça le changement de paradigme. Donc, la réforme du système partisan. Est-ce que selon vous, pardonnez de vous couper ainsi, est-ce que selon vous, ces prières qui étaient organisées, ces messes de remerciements qui étaient organisées, n'avaient pas un côté positif et un peu social? Individuellement, la prière peut avoir un côté positif. Chacun, nous sommes dans un État laïque, chacun est libre de ses opinions. L'État n'est pas contre la religion, mais c'est une affaire personnelle, individuelle. On ne peut pas faire emballer tout le monde dans des trucs, c'est ça qui est négatif. Sinon, la prière, nous sommes dans une période sainte. Vous n'allez pas me dire que la prière n'est pas une bonne chose, que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens. Le jour, aujourd'hui, vendredi saint, c'est un jour sacré. La prière est nécessaire, mais à l'échelon individuel. Chacun est libre de ses opinions, mais on n'en fait pas une affaire d'État où tout le monde doit s'embarquer, tout ça là, parce qu'en dehors des religions classiques que nous connaissons, les gens en profitent, les kyrielles, on invente de tout, ça part de religion à de l'escroquerie. Mais ça, c'est une parenthèse. Revenons à nos moutons. Oui. Donc, je disais que la réforme du système partisan, c'est la réforme mère, clé. C'est ça, aujourd'hui, qui détermine tout le fonctionnement de l'État. Et vous verrez cet engouement qu'il y a aujourd'hui, tout le monde, on est à des semaines, à des mois encore, des législatives, mais vous voyez la vitalité, comment que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit surtout du côté de l'opposition, parce que j'ai lu tout à l'heure, on va vous dire, pour l'opposition, c'est 2023 ou jamais. Dans le même temps, vous avez cette opposition, certains disent « Ah non, il ne faut pas y aller, il faut boycotter ». Donc, vous voyez, c'est sérieux. Alors, je voudrais prendre quelques exemples. Alors, avant d'y aller dans ces exemples-là, j'ai bien envie de vous poser une question. Lorsque vous parlez de la réforme du système partisan, pour vous, on a comme l'impression que c'est une réussite. Mais pour d'autres, ils estiment que c'est un échec cuisant et qu'il faut retourner aux anciens textes. Tout à fait. Certains le disent, c'est leur liberté. Nous sommes en démocratie et ça dépend des paramètres d'analyse. Quel était l'objectif de la réforme? C'est de ça. C'est par rapport à ça que nous pouvons évaluer si ça réussit ou pas. Ce n'est pas par rapport à nos désidérata, à nos pratiques personnelles qu'on peut dire non, c'est parce que je n'ai pas mon compte, parce que je ne retrouve pas les mêmes avantages qu'hier ça a échoué. Non, c'est par rapport au pays, par rapport à l'intérêt général. Je vais prendre un exemple. Parmi ceux qui disent que ça a échoué, par exemple, il y a des démocrates qui ont dit non, on n'a pas besoin de faire la réforme. Quand on dit la réforme du système partisan, je voudrais rappeler qu'il s'agit de 4 tests. Ce n'est pas un seul test, c'est global. Les gens ne voient pas. J'ai l'habitude de dire que le droit, ce n'est pas la simple littérature. Les gens lisent le droit comme on lit Mamadou et Binita. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des méthodes d'interprétation en droit. Il faut croiser les dispositions avec ceci, pour voir ce que ça veut dire. Alors, je vais donner quelques exemples. Il y a un jeune démocrate, un responsable d'ailleurs d'un parti des démocrates que j'écoute, que je vois, que je suis, et qui dit chaque fois, on n'a pas besoin de réforme.
Et ça existait déjà. Il a cité l'article 3 de la première charte, de la deuxième charte, et l'article 27 de la charte présente qui dit que quand un parti politique ne concourt pas à 2 élections législatives de suite, ce parti n'existe pas. Il trouvait que ça là seul réglait déjà le problème. Il suffisait de mettre ça en application et qu'on élaguait les problèmes. Non, ça ne résout pas, ce n'est que partiel. Le premier aspect qu'il faut dire en matière de réforme du système partisan, et beaucoup de gens passent là-dessus, ils ne voient pas. On va directement au fonctionnement, à la constitution des partis, il faut 15 partis. Non, avant ça, il y avait un péché originel de la charte des partis politiques. Vous prenez notre constitution, le péché, oui. L'article 5, il est clair. Il dit que les partis politiques concourent au suffrage, que ce soit dans la version originelle ou dans la version révisée, ça revient. Les partis politiques concourent au suffrage. Mais quand vous prenez la première charte, celle au lendemain de la conférence, vous prenez la seconde, celle qui a été révisée, je crois, en 2011-2013, vous verrez qu'il y a un concept, Oui. alliance des partis politiques, qui a été introduit, la charte, puisque l'article 5 de la Constitution renvoie à la charte des partis politiques. Alors, le concept alliance des partis politiques, parce qu'avec les 2 premières chartes, des alliances de partis politiques concourent au suffrage législatif, ce qui est anticonstitutionnel. La Constitution est claire, c'est les partis politiques. Ce n'est pas des alliances de partis politiques qui concourent au suffrage législatif. C'est là le cœur de la réforme du système partisan. C'est le premier élément. Et beaucoup de gens passent là-dessus, peut-être parce qu'ils ne sont pas juristes, ils ne sont pas politologues. On va directement nombre de... C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Et vous verrez dans la charte, la 3e, celle d'aujourd'hui, vous ne verrez plus alliance de partis politiques. Et quand vous voyez actuellement l'opposition, et quand vous analysez leur démarche, vous verrez que des gens croient qu'on pouvait faire alliance pour aller aux législatives. Il n'en est pas question. Il faut que les gens ne se méprennent pas parce que après on dira « Ah, on nous a exclus ». Parce qu'il y a des propositions, on a parlé de mutualisation des forces. Qu'est-ce que ça veut dire mutualiser actuellement? Il faut que l'opposition le dise parce qu'après, il ne faut pas dire encore, voilà, on a inventé, comme on a dit, du certificat de conformité, vous rappelez, alors que ça n'a rien, nous parlons du français. Quand on dit un certificat, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la loi qui est partie de l'Assemblée, vous avez d'autres textes qui régissent l'État. Vous avez des décisions de justice qui régissent l'État. Quand la Constitution, la Cour constitutionnelle interprète et dit il faut un certificat de conformité, la Cour aurait pu dire un reçu de conformité, la Cour aurait pu dire un récépissé de conformité, terme qui existe depuis, vous allez au ministère de l'Intérieur, que ce soit une association ou une ONG, on vous donne toujours un récépissé. Mais c'est ça qu'on dit certificat. Dès qu'on n'a pas vu le mot certificat dans une loi, on dit voilà, on a inventé le certificat pour exclure les gens. Là maintenant, ça veut dire il faut que les acteurs politiques de l'opposition aient à l'esprit que les alliances de partis politiques sont proscrites par la loi. C'est clair, c'est pas moi, je ne fais de leçons à personne. C'est parce que ils ne lisent pas, ou ils lisent mal, ou ils sont de mauvaise foi, disent que c'est de l'invention. C'est ça le drame, c'est ça de l'exclusion. Oh, c'est une méconnaissance, c'est une méprise, ou alors une volonté délibérée. Heureusement que des partis de l'opposition, certains sont fermes, disent cette fois-ci, on va y aller. C'est une très bonne chose, moi je les y encourage. Vous faites allusion aux démocrates? Les démocrates, ils disent on va y aller, mais encore avec quelques petites réserves. Il y a d'autres nouvelle alliance. Vous avez MPT, et autres. Mais justement, donc, avec ces formations politiques-là, vous, en tant qu'acteur politique averti, est-ce que vous pensez que toutes ces formations politiques sont aptes à participer au scrutin législatif au regard des enjeux colossaux? Bon, je n'ai pas de jugement à porter sur les partis de l'opposition.
ils sont libres de leur stratégie. Parce que quand vous en parlez, on vous dit de quoi je me mêle. Mais ce qui est sûr, il y a une logique avec les nouveaux tests. Si cette logique-là n'est pas respectée, il y a une constance. Si cette constance n'est pas respectée, on est sûr d'aller à l'échec. Vous voyez, quand on prend la mouvance, les gens parlent de 2 partis siamois, UPBR, il n'y en a plus que 2. Au niveau de la mouvance, il y a le PRD. Ces partis sont-ils pas siamois? En quoi, quand vous lisez les statuts de l'UP, ça n'a rien de truc avec le BR. Quand vous voyez l'idéologie de l'UP, ça n'a rien avec vous. C'est la droite et la gauche. Quand on parle de la droite, bon, ils mettent beaucoup d'accent sur les libertés, etc. Quand on parle de la gauche, on met l'accent sur le peuple, sur le social, etc. Donc, dans leur idéologie, ça n'a rien. Mais nous sommes dans une période de quasi-transition, parce que nous avons un même leader, c'est pour ça que les gens se peinent de dire parti siamois. Allez sur le terrain, vous verrez si c'est des partis siamois, ceux qui sont vraiment dans le peuple, qui parlent au nom du peuple. Quand il y a d'élections, allez voir s'ils sont des partis siamois. N'oublions pas que nous sommes dans un régime de coalition. Et quand on est dans un régime de coalition, que ce soit l'UP, BR, PRD, Mouel, tout ça, ils sont au pouvoir. Ils gèrent le pouvoir avec le leader de la rupture. De ce point de vue, c'est une coalition au pouvoir, à l'exécutif, à l'Assemblée. Mais quand il s'agit d'élections où chacun doit aller à la chasse, ramener des élus, que ce soit nationaux, locaux, ben, ils sont méconnaissables. Donc c'est pour ça, c'est une erreur de langage. Mais est-ce que ça ne fait pas une antinomie conceptuelle lorsque l'Union progressiste, le Bloc républicain, qui ont des idéologies pas totalement convergentes, soutiennent le même gouvernement? Oui, mais vous savez, dans le monde entier, il est bon que chacun définisse son identité. C'est pour ça qu'il y a UP, il y a BRPRD. Mais pour diriger aujourd'hui, vous êtes obligé, parce que nous sommes dans un contexte de globalisation où vous avez des actions communes, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite. Voyez un peu ce qui se passe en France avec le président Macron. Vous avez des gens de tout, vous avez des socialistes, vous avez des communistes, vous avez des gens de droite qui sont avec le président Macron, parce qu'on ne peut plus seul diriger aujourd'hui avec votre seule idéologie, parce qu'il y a des réalités économiques qui vous amènent, n'est-ce pas, à d'autres paradigmes. C'est pour ça que vous voyez, dans une coalition, vous pouvez avoir certains de droite, certains de gauche, même certains de centre, qui se mettent et qui ont des programmes communs. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais chacun a son identité. Et c'est le plus important. Donc, je m'en vais plus loin, parce que ceux qui parlent de l'échec ou bien justement, il y a l'inquiétude par rapport à la survie aussi de la réforme, même au sein de la mouvance présidentielle. Certaines personnes estiment que juste après Patrice Talon, aucune de ces réformes-là vont résister. Juste après Patrice Talon, UPBR vont imploser et exploser. Pourquoi? Je ne vois pas. Tant que la loi est la loi, je ne vois pas en quoi ça implosera. Il y a des individus qui vous disent qu'aujourd'hui, même là où nous sommes, qu'au sein de ces partis-là, qu'il n'y a pas de gens qui souhaiteraient revenir à l'ancien système où ça leur garantit des bribes. Mais c'est une question de loi. Il suffit que la loi continue avec président Talon ou sans président Talon, que la loi sur la réforme continue pour que chacun s'insère dans ça. On n'a pas besoin de 20 partis politiques. Quand on a fait la réforme, les gens ont dit « Ah, ils mettent en mal les libertés, on a dit multipartisme intégral, mais aujourd'hui on est à 15 à 16. » Les mêmes qui disent « Il faut liberté », ils disent aujourd'hui « Passer à 15-16, ah, ça a échoué. » Pourquoi? Si c'est les deux qu'on est, on va dire « Ah, il est dictateur. » Mais c'est la liberté d'association. Il suffit de remplir les conditions prévues par la loi et vous existez. Mais exister, avoir un récépissé ne suffit pas. Il y a d'autres conditions qu'il faut remplir. C'est en cela que vous verrez. Et c'est en cela que la critique pour dire qu'il suffit d'élaguer les partis ici 2 fois, ça continue, ça existe, c'est dans la législation. Mais ce qui est d'abord important, c'est l'alliance des partis politiques qui n'existent plus pour aller aux élections. 1. La disposition article 3 ancien, article 27 nouveau, on peut le lire. Après 2 élections législatives, si vous ne vous présentez pas, on vous... Et ça,
c'est dévolu à la Sénat actuellement, qui est l'organe qui suit la vie des partis politiques, parce que en dehors de la charte, vous savez qu'il y a le financement des partis politiques, et pour le financement des partis politiques, il faut un certain nombre d'exigences, hein, il faut une comptabilité publique, il faut des sièges au niveau national. Justement, à cet effet, avec ce suivi de la Sénat, il y a également des inquiétudes qui subsistent à ce niveau où on estime que la Commission électorale nationale autonome ou le chef de l'État au pouvoir a son mot à dire dans la désignation. Mais quand vous décrivez les conditions... pourrait être partisane dans son arbitrage. Mais quel arbitrage? On dit la Sénat suit les partis politiques, leur vie, leur existence. Ce qu'il faut, c'est écrit. Si un parti ne suit pas, nous avons les juridictions. Il s'agit... Justement, le contrôle des comptes également, c'est toute une autre affaire. La gestion des fonds publics au niveau des ministères, au niveau des directions étatiques. On sait que déjà là, tout est traçable, mais difficilement les cadres s'en sortent. Alors, comment vont-ils justifier l'argent public utilisé sur le terrain politique? Là, c'est également une grosse question. Mais il y a toute une nomenclature. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Non, Maître Zizoré, vous êtes acteur politique depuis des temps, depuis la première législature, vous avez été au Parlement. Est-ce que vous pensez que tout l'argent qu'on dépense dans une période électorale peut être justifié? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'il faut faire un budget. Même les sous des porte-à-porte? Est-ce que vous en avez vu la dernière fois? Quand les gens parlent d'abstention, c'est dû à quoi? Parce qu'on a habitué les gens porte à porte la veille. La loi a même facilité les choses en laissant une journée libre. Quand on finit la campagne, on a le samedi pour faire porte à porte, pour distribuer de l'argent et on y va. C'est tout ça là que la réforme vient. Il y a les textes. Mais ça contribue un peu à la vitalité de la démocratie. Ce n'est pas de la vitalité. S'il faut acheter votre conscience, ce n'est pas de la vitalité, c'est de la corruption. Ce n'est pas une stimulation. C'est de la corruption. Est-ce que vous avez vu, ils sont en campagne électorale en France, est-ce que vous avez vu des gens de porte à porte aller distribuer de l'argent entre le premier et le second tour en France? Vous voyez qu'il y a des candidats qui disent « Je vote le président actuel ». Est-ce que ils ont exigé qu'il y ait remboursement de leurs frais de campagne? Vous voyez, Madame Pécresse, 5 millions de dettes personnelles d'euros sur la campagne. Est-ce qu'elle a demandé au président Macron de lui rembourser ça pour qu'elle apporte son soutien? Alors que ici, vous voyez le cinéma qu'on a, dès qu'on finit, tout le monde s'aligne et on dit mes frais de campagne, on fait un accord, nombre de pauses qu'il me faut, tout ça. Donc c'est vous dire Est-ce que là, vous êtes en train de faire un autre... l'exposé des enseignements à tirer de l'élection présidentielle? Mais tout à fait, on le fera. Il faut tirer beaucoup d'enseignements de ce qui se passe aujourd'hui en France et en tirer des leçons parce que quand on veut copier, il faut copier les bonnes habitudes, les bonnes pratiques. Il ne faut pas copier ce qui est mauvais pour dire nous sommes en démocratie, on parle, on injurie, on n'a pas d'arguments. Non, vous voyez la vitalité de la démocratie. En France, je ne dis pas que tout est rose non plus là-bas. Rien n'est rose partout, sous tous les cieux au même moment. Il y a toujours des bas et des hauts. Nous devons faire en sorte que les hauts dépassent les bas. C'est des leçons à tirer, vous voyez. Alors, de façon sommaire, quelles sont les leçons, les enseignements que vous, en tant qu'acteur politique, vous pouvez tirer de l'élection présidentielle en France? Vous êtes chargé de la formation au sein de votre formation politique. Oui, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, chaque parti se définit par sa vision, par sa conception, par son programme. Est-ce que vous voyez? C'est ça que nous avons à l'UP, BR, PLD, etc. Ensuite, chacun fait sa campagne au regard des arguments pour convaincre. Ce n'est pas l'argumentaire qu'on convainc l'électeur. Ce n'est pas l'argent. Or, nous, ici... Oui, parlant d'argumentaire, on a vu le président Emmanuel Macron descendre dans les populations et charger un bâton rompu, voir des citoyens lui dire en face... Mais vous n'avez pas vu le président Talon ici faire les 77 communes? Bon, donc, c'est de bonnes pratiques. Hein? Parce que beaucoup de gens parlent du peuple, ils restent dans leur salon, hein, dans leur truc, ils parlent du peuple, ils parlent de femmes, ils parlent de jeunes. Moi, j'ai rien contre les femmes, au contraire. Rien contre les jeunes, au contraire. Mais quand les jeunes me parlent de nouvelles offres politiques, quelle est l'offre politique que la jeunesse fait aujourd'hui? On dit nous sommes les plus nombreux. Ce n'est pas une offre politique.
On dit dans les partis, c'est nous qui mettons les affiches. Mais quand vous voulez apprendre le militantisme, c'est un parcours de combattant. Si vous n'avez pas eu la chance de faire les associations, les ONG où on apprend également du militantisme, si vous venez dans un parti politique, mais vous faites le parcours de combattant. Vous commencez par les affiches. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Donc, il y a un parcours qu'il faut faire. Et les gens disent, ah non, allez, dégage. Le dégagisme n'est pas un programme. Moi, j'attends l'offre de... Nous avons des jeunes à l'Union progressive. Il y a des jeunes dans les autres partis, mais qui suivent le programme du parti, hein, qui ne viennent pas dire les anciens dégagés, on est là. Le dégagisme n'est pas un programme. On vient pour faire quoi? Vous savez, on reviendra. Parce que, oui. Qu'est-ce que je lis? Parce que je fais la revue de presse. Beaucoup de gens disent, ah, quand nous on sera à l'Assemblée, on fera ça. Ce n'est pas quand on sera à l'Assemblée, c'est maintenant. Et c'est là qu'il faut dire ce qu'on y va faire. Parce qu'un jeune qu'on ne connaît pas, qu'on n'a vu nulle part, à aucun poste de responsabilité, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui sort de, on ne sait où, qui dit quand je serai à l'Assemblée, je ferai ça. Ou, mais non, pas, je regrette, ce n'est pas ça le militantisme, ce n'est pas ça le renouvellement de génération. Les générations se renouvellent automatiquement. Et nous avons des textes à l'UP qui disent que si vous êtes responsable à un poste après 3 mandats, vous devez passer à un autre. Et ce texte-là, l'UP veut faire passer ça au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il soit écrit noir sur blanc. Nous sommes dans un état de droit. Tout ce qu'on fait doit être conforme. Je voudrais revenir un peu sur les partis politiques parce que j'ai parlé d'un démocrate, hein, c'est un jeune, je le vois souvent, qui dit qu'il suffit de faire appliquer l'article 3 ancien, l'article 27 nouveau de la Charte pour qu'il y ait... C'est faux, je viens de le démontrer, que le concept d'alliance est le premier concept d'alliance de partis politiques que la réforme a. Il y a encore d'autres opposants, par exemple la FCB, mon ami le ministre Adiou, il reconnaît que la réforme a été faite, mais il la trouve, la réforme, imparfaite. Parce qu'il dit que les hommes, la qualité des hommes, alors moi je dis, il y a les tests, les tests, vous les mettez en œuvre, que ça vous plaise, qu'ça ne vous plaise pas. Quand il me dit la qualité des hommes politiques, et il trouve que ce soit de la mouvance, de l'opposition, tout est pourri. On fait quoi? On fait quoi? On importe d'autres citoyens pour venir mettre en œuvre la réforme au Bénin? Ou on fait quoi? Est-ce que quelque part, son opinion n'est pas fondée? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à vous entendre, on a comme l'impression que vous comprenez la réforme, mais sur le terrain, vos lieutenants politiques, les acteurs politiques, même membres de votre formation politique, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas compris l'essence de cette réforme. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Est-ce que au regard de ça, du nombrilisme exprimé par les acteurs politiques, de l'opportunisme exprimé par les acteurs politiques, est-ce que tout cela ne décrit pas un échec de cette réforme? Pourquoi un échec de cette réforme? Pourquoi un échec? La réforme dit on veut réduire le nombre de partis de 236 partis, de 7 alliances de partis. Aujourd'hui, on est à 15 ou 20. Est-ce que de ce point de vue, on n'a pas réduit le nombre de partis? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sortir d'un parti le jour du dépôt des candidatures, aller se mettre sur une autre liste à 0,1 moins 1 pour... Ces choses-là, c'est fini. Et c'est ça qui font dire à certains que ça a échoué parce qu'ils ne trouvent plus leur compte, parce qu'ils ne trouvent plus les situations de confort qui étaient les siennes avant. Et donc, ils sont, hein, on leur a mis une sorte de camisole, ils sont pas... Une moule. Ils ne veulent pas. Et il faut donc revenir à l'ancien système. Des gens même disent qu'il faut revenir aux anciens systèmes. C'est fini ça. Si quelqu'un fait campagne, il faut revenir aux anciens, ça, il se trompe. Hein, ce que les gens vivent aujourd'hui, il n'est pas question de revenir aux anciens tests. Il est question, au contraire, de sécuriser les tests, justement, de les affermir et même de les pérenniser. Justement, quelqu'un était exactement à votre place le dimanche dernier. Il a évoqué à maintes reprises
cette volonté, ce besoin de sécuriser les réformes qui ont été engagées par Patrice Talon. Mais cette sécurisation suffira comment? Par quelle alchimie? Avec qui? Il n'y a pas qu'elle, il suffit la loi qui est là, de l'améliorer. Justement, comment sécuriser ça? Puisque les sécuriser, c'est de ne pas revenir en arrière. Ont été modifiés par des acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui prouve que les acteurs politiques vont venir demain? C'est pour ça qu'il faut savoir quel acteur politique vous envoyez à l'Assemblée. Si on veut sécuriser les textes. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que nos citoyens, nos populations ont déjà cette maturité de distinction? Oui, il ne faut pas infantiliser. Non, je vous pose juste une question. Il ne faut pas infantiliser les populations. Hein, c'est sûr que dans un pays, vous avez l'élite, hein, vous avez les classes moyennes et vous avez le bas peuple. Mais le bas peuple n'est pas si ignorant. Quand le bas peuple n'avait pas d'eau dans son village et qu'aujourd'hui il y a d'eau, et vous venez lui dire qu'il faut envoyer des gens pour qu'il n'ait plus d'eau. Il n'a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre que ceux qui sont là aujourd'hui, derrière leur leader, que cela, ils leur font du bien. Ça, on n'a pas besoin de miracles pour faire comprendre à ça. Je vais donner un exemple par rapport au bilan et que vous dites. Vous savez qu'au début, il y a les bonnes femmes, hein, les bonnes femmes qui étaient au bord des rues et que la rupture a demandé de dégager pour pouvoir faire ce que vous connaissez, l'asphaltage, tout ceci, cela. Et on trouvait, et c'est ça quand je vous parle de structure, de conjoncture, et on trouvait que c'est mauvais, c'est antisocial, la rupture affame les gens. Vous pensez qu'aujourd'hui, si d'autres leaders viennent au pouvoir, ils vont demander à ces bonnes femmes-là qui étaient et conduites des abords des rues, où il y a de l'asphaltage aujourd'hui, ils vont dire à ces bonnes femmes-là, revenez dans les rues asphaltées, et comme ça. Mais c'est ça le populisme, la démagogie, ce qui est fait momentanément. Et ça, là, on a parlé que le président Talon lui-même a dit qu'il est impopulaire, il se sait impopulaire parce qu'il fait des réformes. Et on fait des critères. Je dis, mais celui qui dit impopulaire, c'est un point donné, c'est une réforme précise, c'est pas tout le mandat. L'exemple des bonnes femmes dégagées au bord des rues, voilà, momentanément, on l'a critiqué, on a dit c'est antisocial, mais aujourd'hui, tout le monde est heureux, tout le monde de pouvoir circuler sur de bonnes voies. Oui, mais lorsque vous êtes à Cotonou, vous habitez à Cotonou, vous êtes... Il y a d'asphaltage partout, il y en a à Parakou, il y en a à Porto-Novo, il y en a à Bomé, il y en a à Boycon. Qui a été quand même pendant longtemps très charismatique dans les élections politiques, notamment dans le littoral. Vous êtes d'Abomey également, vous allez dans le plateau d'Abomey. Lorsque vous échangez avec les populations, est-ce que selon vous, elles relatent les réformes qui ont été engagées par Patrice Talon? Est-ce que, selon vous, elles sentent véritablement les différentes réformes-là? Est-ce que le pouvoir d'achat, est-ce que vous sentez le Béninois plus heureux aujourd'hui qu'hier? Je vous dis, c'est conjoncturel. Le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère, c'est des obsessions. À tout moment, on vous parlera du pouvoir d'achat. On vous parlera de panier. On en parle depuis 20 ans, 30 ans. Ça veut dire à chaque moment, chaque époque amène son lot. Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui, la conjoncture internationale s'est aggravée. Malgré cela, des efforts ont été faits par ce gouvernement dans la subvention de certains produits de base. Le citoyen aurait voulu qu'il en soit plus, c'est son droit. Mais celui qui dirige, il voit, il équilibre, et c'est ça. Chacun doit venir dire ce qu'il... Vous voulez que, parce que la situation est chère, maintenant, les impôts de contribuables, on passera et distribuer à des gens, même si vous distribuez pour combien de jours? Le problème de panier sera toujours là. C'est pour ça que je dis en matière de salaire, et Dieu merci, c'est annoncé qu'il y ait, n'est-ce pas, bon, donc on ajuste au fur et à mesure. Il n'y a aucune situation idéale, parfaite, nulle part. Et vous voyez tout ce qu'on dit au Bénin, on le dit dans les pays d'à côté, sinon empire. Et quand on dit ça, on dit, oh, c'est vous, parce que vous êtes privilégiés, que vous dites ça. Il n'y a pas, il n'y a que le travail. Celui qui travaille a la contrepartie de son travail. S'il ne travaille pas, j'ai entendu des jeunes dire, ah, nous sommes à la maison. Mais c'est un crime. Un jeune ne peut pas me dire, je suis à la maison. C'est un crime. Dieu nous a créés pour être dignes. Nous avons une tête, nous avons 2 bras, nous avons 2 pieds.
on ne peut pas dire je suis à la maison. Soit on s'est fourvoyé dans le choix qu'on a fait, on veut rester dans des bureaux, on ne le trouve pas, on dit on est à la maison. C'est un crime. Mais il y a des terres. Aujourd'hui, on parle de manger à part. C'est où? Qui donne à manger? C'est pas la terre. Et vous dites que vous êtes à la maison. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quand on parle d'employabilité, on parle d'emploi, on me dit, je suis à la maison, je fais rien. C'est un crime, c'est pas possible. Alors, Maître Abraham Zizokwe, c'est vrai que le temps que nous était parti a progressivement à échéance. Nous avons également une autre thématique que nous devons aborder, notamment les enjeux des élections législatives de 2023. Vous avez commencé par en parler, notamment au cours de votre argumentaire tout à l'heure. Alors, 2023, quels en sont les enjeux majeurs pour l'opposition et pour la mouvance, selon vous? Pour la mouvance, il s'agit de confirmer. C'est un enjeu de confirmation de ce qu'est la mouvance. Et quand je dis cela, ça veut dire que pour l'UP, c'est de confirmer sa place de choix, sa place de premier parti politique du Bénin. Pour l'opposition, quand je m'en tiens à leur discours, je m'en tiens à ce que je lis sur les réseaux sociaux, etc., j'ai comme l'impression que l'opposition a senti, a touché l'erreur qui a été la sienne en voulant « Ah, on n'y va pas ». La politique de chaise vide. Les gens étaient peut-être dans l'ancien système pensant qu'en faisant un peu de tout ça là, le pouvoir va céder, on va tout mettre sans dessus, sans dessous. J'ai l'impression, et je les y encourage, l'opposition est en train de prendre la mesure des choses. Parce que j'ai lu des analyses, même des démocrates. Il y a un jeune, Karim Ouassangari, qui a essayé donc de montrer... Camara. Il a montré, voilà les tests. Mais en faisant ça, les responsables de son parti prennent ça pour dire voilà un piège. Comment un test qui existe, qui vous dit ce qu'il faut faire, et vous ne décryptez pas le test pour vous organiser, vous dites c'est un piège. Il n'y a aucun piège. Que ce soit les députés de 2023, les députés de 2026, pour moi, de mon point de vue, vous devez être présent dans ces instances parce que c'est à propos du parrainage. Il dit, il n'y a aucun piège. C'est un piège, le test ne vous montrerait pas. La preuve, lui, il a décrypté le test pour dire, ne restons pas en mars de 2023, parce que c'est les députés de 2023 qui vont parrainer 2026 les élections générales. Mais c'est ça qu'il faut dans chaque parti. Il faut des responsables, il faut des idéologues, il faut des juristes, il faut des experts qui décryptent les tests et nous disent « Ah, c'est caché, il y a un piège là. » Mais le parti est fait pourquoi? C'est pour comprendre les tests de la République. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Si vous êtes un parti politique, même si vous n'avez pas l'expertise en votre sein, vous faites pas des gens, vous faites pas nationaux pour décrypter les tests, pour comprendre les tests. Si vous ne comprenez même pas les tests qu'il faut appliquer, après vous dites vous êtes exclu. C'est extrêmement grave. C'est heureux qu'il ait compris qu'il faut être présent en 2023. Et je dis il ne faut pas que présent en 2023, il faut être présent en 2020. Il faut être présent à toutes les échéances électorales quand on est un parti politique, quand on est pour la République, quand on est pour la démocratie. Alors, quels sont les enjeux de 2023, notamment pour la confection des listes des partis politiques? On a une chance extraordinaire. Depuis qu'on a commencé cette affaire de liste électorale permanente informatisée, c'est un capital d'informations qu'on a dans les logiciels. Depuis ce temps-là, qu'on crie, qu'on dit il faut vous inscrire, et que les partis politiques, les associations, les ONG, si un citoyen ne se prend pas au sérieux, ne va pas s'inscrire, il y a des prorogations de délai, tout ça, c'est fait pour que tout le monde aille. Et c'est des fonctionnaires, on est sur la bonne voie, c'est des agents. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas amener des gens de sérieux, c'est ceux qui sont là. C'est la conscience de chacun qui compte. C'est aujourd'hui, parce qu'on parle de registre. Mais chaque citoyen a intérêt à trouver son nom. Mais il n'a même pas besoin d'un parti politique. Je vais vérifier. Si mon nom n'est pas là,
Si un nom... Alors, quels sont les critères sur la base desquels les gens seront mis sur la liste? Je suis sûr dans l'opinion que personne ne sait s'il sera candidat ou pas. Même au sein des présidiums des partis politiques, c'est toujours l'omerta, c'est toujours l'inaptitude, parce qu'on ne sait pas encore si on va être désigné sur tel poulain. Est-ce qu'on a besoin... Et qu'il n'y a que le chef de l'État qui aura son dernier mot à dire dans la conférence. Vous voulez réduire le chef de l'État à quoi? Ceux qui disent ça, quelle image ils donnent du chef de l'État? Vous pensez qu'un chef de l'État seul va s'enfermer, va faire tout ça là? Je dis ceux qui ne connaissent pas le président Patrice Talon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est autre chose. Vous voyez un président, même s'il est leader du parti, que l'UP est avec lui, qu'il fasse sans voir le président de l'UP, tout ça là, qui va porter ça là à la Sénat. C'est lui, le président Patrice Talon, qui va prendre la liste en tant que responsable UP, signer, aller déposer pour l'UP, pour BR, pour PR. Les gens disent des choses qu'ils ils sont libres. Nous sommes en démocratie. C'est même manquer de respect à l'autorité de pouvoir dire des choses de ce genre-là. Les gens font des spéculations. On voit des associations, on les crée tous les jours. On voit des photos dans les trucs. Chacun essaie pour essayer. Mais c'est de bonne guerre. Chacun essaie de se mettre en position, en visibilité. Ne m'oubliez pas, je suis là. Mais c'est humain. Mais c'est pas ça. Alors est-ce qu'il n'y a pas un défi de génération pour cette élection législative? Est-ce que, selon vous, on ne doit pas positionner plus de jeunes, plus de femmes comme... Moi, une république, c'est un peu de tout. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Moi, je n'ai jamais vu une république où ce sont que des jeunes qui sont au pouvoir. Là, la république dans laquelle nous sommes, il y a plein de jeunes au pouvoir. Allez à l'Assemblée, vous ferez des jeunes. Allez au gouvernement, vous ferez des jeunes. Allez dans les mairies, je ne vois pas ce qu'on veut dire par jeune. Maintenant, des critères peuvent vous frapper. Des critères pour faciliter, par exemple, le cumul de mandats. On l'a refusé au Bénin. C'est une manière de faciliter un grand nombre de personnes, dont les jeunes, dont les femmes, d'être là. Le non-cumul. Ailleurs, vous êtes maire, vous êtes député, donc vous privez d'autres candidats. Mais ça, c'est bon. Donc, c'est un critère qu'il faut. On peut, j'ai dit à l'UP, on a dit après 3 mandats en responsabilité, vous devez changer, vous devez passer à autre chose. Et c'est un projet que l'UP porte et portera à l'Assemblée, ainsi de suite. Si on fait ça, la génération, naturellement, spontanément et naturellement, je ne vois pas si c'est du forcing, c'est de tout. Ceux qui veulent faire ça, ils veulent aller faire quoi à l'Assemblée? Quelle est leur offre politique? Ils annoncent, mais jusque-là, à part les jeunes, nous sommes les plus nombreux, c'est nous qui affichons les trucs. Maître Mamadou Doré, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est vrai que les élections législatives, c'est en 2023, en janvier, donc nous aurons encore d'autres occasions d'en parler, notamment des enjeux. J'espère que vous serez toujours disponible, quelle que soit l'heure à laquelle on vous appelle, pour toujours répondre à notre invitation. Merci à vous. Nous sommes dimanche, jour de Pâques. Vous allez regarder droit dans la caméra, vous savez le rituel habituel. Vous allez vous exprimer à l'endroit de ces milliers de jeunes qui ont voulu suivre cette émission. Ces militants et sympathisants d'Abraham Doré, militants du Parti politique Union progressiste qui ont bien voulu suivre cette émission, vous allez leur adresser un message par rapport à ce que vous avez dit et également en ce jour de fête. Voilà. Je voudrais dire que dans le camp politique aujourd'hui, vous avez d'un côté les restaurateurs, restaurer de l'espoir, restaurer la confiance, restaurer soi-disant la démocratie perdue, et en face d'eux, vous avez les réformateurs que nous sommes derrière le président Patrice Talon. Nous souhaitons que les uns et les autres comprennent qu'il vaut mieux gagner à 2 ensemble que de perdre tout seul. Je le dis pour que les gens comprennent, pour que demain ne vienne pas dire il y a exclusion. Les conditions pour être là sont connues de tous avant que l'élection ait eu lieu. C'est ce qu'on appelle le principe de la légalité. On sait, on ne sait pas, on se fait comprendre. Je demande aux uns aux autres de respecter les lois de la République. La loi, il faut la respecter, même s'il est dû. Ce n'est que la seule condition pour que nous puissions le vivre ensemble. S'il n'y a pas de loi, nous serons dans la jungle, ce serait le plus fort qui l'emporterait. Moi, je crois,
Et j'encourage nos partisans de la mouvance de sortir et de s'inscrire. On a prorogé de sortir massivement, de s'inscrire. C'est la seule condition. Parce que le bulletin de vote, il est précieux. Les gens ne savent pas. Ceux qui boycottent, le boycott, c'est font de l'abstention, c'est un piège à con. Vous critiquez le pouvoir en place. On vous donne un instrument pour vous exprimer. Et le jour où vous devez vous exprimer, vous dites « je n'y vais pas ». Et après, vous dites « on vous a exclu ». C'est un piège à con, l'abstention. Je demande aux uns aux autres de sortir massivement, de participer à ces élections. Il s'agit pour nous de confirmer la rupture, de sécuriser les lois qui sont là, de les approfondir, de les améliorer. Et je souhaite que l'opposition en fasse autant. Il vaut mieux à l'opposition qu'elle soit 2 ou 3 allées plutôt que d'être une kyrielle qui vont s'éparpiller. Je n'ai pas de leçon à donner à l'opposition et après qu'ils ne nous fassent pas le procès en exclusion. Moi, je dis il vaut mieux gagner à 2 plus que de perdre tout seul. Merci à vous, Maître Abraham Zizi-Ndokoé, chers amis internautes. On retient en outre qu'au cours de cet entretien, notre invité a eu à analyser les critiques qui ont été faites de la gouvernance du président Patrice Talon depuis ses 6 ans qu'il est au pouvoir, depuis avril 2016. L'opposition n'est pas que parlementaire, elle est aussi extra-parlementaire, nous a fait observer notre invité au cours de son argumentaire. On peut noter que la méthode a changé, il a souligné dans son argumentaire, il a fait savoir que Patrice Talon a une méthodologie totalement différente de tous les présidents que le Bénin a connus depuis l'avènement de la démocratie. La vie était chère depuis, nous a laissé entendre Maître Abraham Zizi-Ndokoé, qui est acteur politique depuis la première législature du Bénin. Pour lui, il faut départir les causes structurelles de celles conjoncturelles. Patrice Talon a été confronté à la pandémie de la Covid-19 qui a secoué tout le monde entier. Il a été confronté à la fermeture des frontières avec le Nigeria, une épreuve à laquelle pratiquement aucun chef d'État n'avait été confronté, en tout cas pas d'aussi longue durée. Il a fait savoir que Patrice Talon également a été confronté à la crise du terrorisme, notamment dans la partie septentrionale du pays, et que la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine également a engendré également des conséquences économiques, ce qui découle sur et déteint, j'allais dire, sur la vie chère que nous observons aujourd'hui au Bénin. Pour lui, la réforme du système partisan, c'est 4 textes et il nous les a exposé, j'y arrive enfin, au cours de son argumentaire. Selon lui, la Constitution du Bénin consacre que ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage législatif et non les alliances de partis politiques. Et donc, pour lui, il faut que les acteurs politiques et notamment ceux de l'opposition comprennent et ne se méprennent pas lorsqu'ils voudront effectuer des alliances de partis politiques et qui se verront recalés au niveau des institutions en charge de contrôler la conformité aux lois de leur dossier. Pour lui, les statuts et les idéologies des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain sont totalement contradictoires. Ils sont totalement contradictoires et qu'il invite les uns et les autres qui disent qu'il s'agit de partis politiques siamois, qu'il faut aller sur le terrain politique vérifier pour voir véritablement si ce sont des partis politiques qui se font de cadeaux. Le porte-à-porte, c'est de la corruption pour lui. Il a eu à exposer au cours de cette émission quelques enseignements qu'on pourrait tirer de l'élection présidentielle en France. Pour lui, il faut copier les bonnes habitudes de ce qui se passe ailleurs. Quelle est l'offre politique de la jeunesse? S'est interrogé Abraham Zizi-Ndokoé sur cette émission. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Le dégagisme n'est pas un programme, à marteler Maître Abraham Zizi-Ndokoé. Il a fait savoir qu'il faut sécuriser les réformes, les approfondir et les améliorer. Il a dit à maintes reprises, et parlant des enjeux de l'élection présidentielle, il a fait savoir que pour son parti politique, l'Union progressiste, c'est de confirmer sa place de choix. L'opposition ne doit pas faire la politique de la chaise vide et donc il invite les différents acteurs de la classe politique de l'opposition à tout œuvrer pour participer à ce scrutin législatif qui est véritablement déterminant sur l'élection présidentielle de 2026, car les élus de 2023, nous a dit Maître Abraham Zizi-Ndokoé, nous a rappelé cela également, que ces élus de 2023 seront les parrains de l'élection présidentielle de 2026. Et en fin d'émission, dans son mot de fin, il a eu à inviter les populations à sortir massivement, à se faire enrôler au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zizi-Ndokoé. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, acteur politique, ancien député, ancien ministre garde des Sceaux, ancien porte-parole du gouvernement chargé des relations avec les institutions de la République, ancien président
de la Cour suprême, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Vous êtes membre du présidium du parti politique Union progressiste, vice-président chargé de la formation. Merci d'avoir été dans nos studios ce matin. Merci à tout un chacun. Bonne fête de Pâques à tout un chacun et à mardi pour Fruit Matin.